Pas le meilleur techos possible. Je suis capable de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie conception, etc. Dès qu'on va dans l'implémentation, je me perds assez rapidement. Mais on devrait pouvoir estimer en ce qu'on veut, du moment que ça ne parle que aux gens de l'équipe. Il n'y a rien qui ressemble le plus au prochain sprint que le sprint précédent. Une génération, on a besoin de sens, on a besoin de faire des trucs qui servent à quelque chose. Eh bien, j'ai une réponse très claire. C'est... Pour reprendre ta question de quelles sont les métriques qu'il faut essayer de surveiller ou de ne pas surveiller, c'est... Bienvenue dans La Cave, le podcast qui explore les trajectoires qui bousculent le monde de la tech. Je suis Pascal Maria et aujourd'hui, j'ai une question de la plus grande importance. Pourquoi ton équipe livre mais n'avance pas vraiment? Tu fais des daily, tu fais des sprints, tu estimes en story point. Sur le papier, tu es agile, mais alors pourquoi les tensions montent? Pourquoi les deadlines dérapent? Et pourquoi la vélocité devient un outil de pression plutôt qu'un outil d'amélioration? Alec a vécu tout ça. Développeur web à l'origine, il devient Scrum Master presque par accident. Il anime les rituels, protège son équipe, applique le cadre et pourtant quelque chose cloche. Sa plus grosse erreur, c'est croire que suivre les méthodologies Scrum allait suffire. Mais dans cet épisode, tu vas comprendre déjà, premièrement, pourquoi les métriques agiles ne doivent jamais servir à contrôler. 2. Pourquoi protéger ton équipe peut parfois l'affaiblir. Troisièmement, pourquoi un framework est un outil et surtout pas une religion. Et comment évoluer de développeur à engineering manager sans perdre le sens. Bosse dans la tech et tu veux construire une équipe vraiment performante, pas juste agile sur le papier. Et là, j'ajoute bien des guillemets. Bon, tu me vois pas, mais je les ai ajoutés. Cet épisode va te faire réfléchir. Allez, on descend dans la cave. Salut à tous et bonjour Alec, bienvenue dans la cave. Salut, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? Je peux me présenter, du coup, moi c'est Alec, j'ai 36 ans. En ce moment, je suis Engineering Manager et en fait, j'ai plutôt un passé de coach agile, Scrum Master, etc. Donc on va, je pense, pas mal parler de ça aujourd'hui. Et j'ai aussi été dev, j'ai commencé intégrateur web il y a une quinzaine d'années, développeur web PHP. Après j'ai fait pas mal de coaching, etc. J'ai aussi repris un peu sur du TypeScript, mais voilà, toujours autour du web et plutôt côté back-end. Génial. Moi, je veux savoir un peu comment tu as commencé et comment t'es arrivé aussi dans la partie agilité. En fait, j'ai toujours bien aimé être leader de groupe, et des trucs comme ça. Donc c'est tout le temps le truc qui m'a intéressé. Pour autant, j'ai toujours aussi respecté les leaders qui étaient déjà là et déjà installés. Et en fait, ça a commencé dès ma première expérience pro, en 2011. Je suis arrivé en tant que dev dans une équipe où il y avait déjà un Scrum Master, il y avait déjà pas mal de personnes dans l'équipe. Et en fait, pendant, on va dire la première année, j'étais en train de découvrir un petit peu comment on bossait dans une organisation agile en utilisant Scrum, etc. Spoiler alert, avec un petit peu de recul maintenant, ça n'avait de Scrum que le nom. Mais ça, je pense qu'on pourra en reparler aussi. Et en fait, j'aimais bien cet aspect, on est responsable. On est responsable de faire ce qu'il y a à faire, on est en contact avec le client, on est dans cette boucle de feedback hyper courte. Tout ça, ça me parlait en fait. Pour moi, c'était logique. Il y avait que ça qui était logique. Et au bout d'un an, il y a le Scrum Master qui a été recruté par le client pour devenir le CTO ou l'équivalent. Et moi, le rôle m'intéressait. Lui, ça l'intéressait que je prenne ce rôle. Donc, de fil en aiguille, je suis passé Scrum Master de cette équipe. Et c'est là où j'ai commencé à faire mes armes. Et à vraiment me dire, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. D'être dans un aspect leadership, et plus que leadership technique parce que je suis pas le meilleur techos possible. Je suis capable de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie conception, etc. Dès qu'on va dans l'implémentation, tu me perds assez rapidement. Mais dans l'équipe où tu étais, il y avait combien de personnes? Alors, tu connais les vies des équipes, ça oscille. Je dirais qu'en moyenne, on était 6 devs. Et ouais. Et il y avait des gars pas mal expérimentés, dont un qui a été architecte chez Cdiscount après par la suite. C'était vraiment un très costaud. Et c'était pour un client qui brassait quand même 50 millions de chiffre d'affaires par an pour une boîte qui faisait 50 personnes. Donc c'était quand même un... Ouais. Elle faisait quoi l'entreprise? C'est une boîte qui a été rachetée par Vistaprint.
C'était une boîte qui, en fait, vendait du matériel marketing d'impression, des kakémonos, des flyers, des tout ça, aux professionnels de la communication. Donc, toi et moi, si on veut se faire des flyers, on peut pas. Tu es obligé de passer par une agence de com ou un truc comme ça qui, eux, passent par eux. Voilà. Tu travaillais dans un service où vous étiez 5-6 personnes, et dedans, il y avait des développeurs, et ton manager à l'époque t'a dit ça serait bien que tu sois Scrum, c'est ça, non? Alors, en fait, moi, j'étais dans on va dire une société de service, mais spécialisée dans l'impression. Et notre client, lui, faisait, c'était un imprimeur, l'imprimeur des imprimeurs. Et donc en fait, dans mon équipe, il y a le Scrum Master qui a été recruté après par le client. Et vu qu'il fallait un Scrum Master, c'est moi qui ai pris la place. Et en fait, vu qu'on s'entendait bien, on a continué à bosser ensemble. Et d'ailleurs, c'est le CEO et cofondateur d'Acceptio. Je sais pas si tu connais? Non, je connais pas du tout. On voit partout sur la gestion des cookies, quand tu vas sur les sites, tu as des petits cookies et tout. Et j'ai bossé avec lui dans ma première expérience. Pour toi, c'est quoi un Scrum Master? Ou tout du moins, c'est quoi un Scrum Master quand tu l'es devenu à ces débuts-là, dont l'expérience dont tu parles? Quand j'ai commencé à être Scrum Master, pour moi, ça ressemblait vraiment à un espèce de chef de projet cool, on va dire. C'est-à-dire que je faisais l'interface avec le client, l'équipe discutait pas trop avec. J'essayais de faire un petit peu de pas de politique, mais tu vois, de faire en sorte qu'on s'entende bien, qu'on se comprenne bien, qu'on soit aligné, que tout ça. Je faisais de la gestion de facturation aussi, ce que ne fait pas du tout un Scrum Master, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Je faisais pas mal aussi maître de cérémonie. T'es là pour animer les trucs. C'est toujours pas ça un Scrum Master. Bref, c'était un peu la vision Scrum Master de société de service c'est pour ça que je dis chef de projet cool, c'est que tu fais un peu les trucs ingrats que les gens aiment pas trop, mais moi j'aimais bien. Donc ça c'était cool. À l'époque c'était cool. Maintenant tu me refais pas faire ça du tout, hein. C'est mort. C'est vrai que maintenant, donc quand on parle des rituels, on parle des daily, animation des daily, la rétrospective. Il y a quoi encore? Il y a le En Scrum t'as le sprint planning sprint planning, pardon, et la sprint review. sprint review. Et ça, en fait, c'est toi qui les animais, quoi. C'est ça. C'est ça. T'avais un peu le sale boulot, quoi. Ouais, ça dépend. Après, tu vois, moi j'aime bien parler, j'aime bien animer des trucs, j'aime bien, donc ça va. Après, il y a des trucs au bout d'un certain temps, c'est un peu relou. C'est un peu redondant. Je pense à la rétro notamment. Surtout quand tu débutes, tu fais des formats différents. Tu dis: «Ah, je vais faire le truc Harry Potter, le truc Seigneur des Anneaux, le truc machin», mais en fait, c'est tout le temps la même chose et ça devient assez vite, casse-pied. Mais avec, l'âge, l'expérience, les situations que tu rencontres, en fait, tu te rends compte que c'est juste un support à la discussion et tu essaies de trouver des moyens différents et tu t'adaptes à ce qui est en train de se passer et c'est ça la partie intéressante dans l'évolution de ce taf. Et quand t'es passé Scrum Master, t'as été accompagné? Tu t'es auto-formé? J'ai été pas mal accompagné. Mon premier mentor, qui était coach agile, m'a partagé énormément de choses. Les bases, je les ai vraiment, reçues par lui sur, tu vois, comment accompagner une équipe, truc tout bête, comment faire des estimations. Ça, c'est le truc, même, maintenant, ça fait, je sais pas combien d'années, plus de 80 ans qu'existe l'informatique. On est tout le temps, à galérer à faire des estimations et ça sera toujours le cas, hein, parce que dans le bâtiment, ça fait plus de je sais pas combien, 5 000, 10 000 ans qu'on construit des trucs, on sait toujours pas dire quand est-ce que ça sera livré, donc pourquoi est-ce qu'un métier de 80 balais, pourrait faire mieux? C'est pas possible. Mais justement, lui, c'est le premier qui m'a expliqué, qui m'a aidé à expliquer aussi que, en fait, t'estimes les éléments les uns relativement aux autres, que tu cherches pas des valeurs absolues. Heu, donc ouais, on a fait pas mal de séances de coaching comme ça, ouais. Ça fait partie des premiers mentors, agiles, et forcément je m'en rappellerai tout le temps, quoi. Carrément. C'est quoi les tips qu'il t'a donné, qui t'ont marqué ou même qui te servent encore? J'ai ce truc des estimations déjà, ce qui est tout bête, mais qui est important parce que c'est comme encore une fois, dans tous les projets, on dit: «Ouais, pourquoi on estime en story point et pas en jour?» alors qu'au final, on cherche à traduire en jour et cetera. Non, on cherche pas à traduire en jour.
on cherche à dimensionner les éléments les uns par rapport aux autres pour avoir un ordre d'idées. Et en fait, c'est ça, c'est essayer de faire comprendre qu'on n'arrivera jamais à être précis, et c'est pour ça qu'on a choisi le terme estimation. C'est parce que c'est par définition imprécis. Euh, je pense que c'est ce truc-là sur les estimations. Et après, l'écoute, énormément d'écoute et de bienveillance. C'était vraiment un type hyper calme, vraiment à l'écoute, là pour les êtres humains. Et c'est ce que je retiens aussi. C'est un rôle humain en fait. Si t'aimes pas les gens, tu peux pas bosser, tu peux pas devenir coach agile, tu peux pas faire ça. Il y a beaucoup de choses qui permettent en fait de s'organiser avec les méthodes agiles et les méthodes Scrum. Et c'est des choses que j'aime bien parce que ça permet de rythmer en fait ton travail. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est tout l'intérêt des frameworks en fait. Les frameworks, ils sont pas là pour te dire, enfin surtout les frameworks comme Scrum. Tout le monde dit, enfin, tu vois, c'est pas une méthode déjà. Scrum, c'est pas une méthode parce que tu peux pas la répliquer à l'infini en te disant que toi, comme une méthode scientifique, tu prends un truc, tu prends des inputs, tu fais des expériences, tu auras tout le temps les mêmes outputs. Scrum, c'est pas ça. Parce que c'est basé sur de l'humain, sur des organisations, sur tout ça, donc c'est par définition pas réplicable. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que ça t'enlève un poids de comment t'organiser. Parce que en fait, c'est ce qui est relou quand t'arrives dans un groupe et dans une équipe, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser, comment on va faire pour fonctionner ensemble, et tu vas penser à des règles, à des trucs, à des... Scrum te dit, vas-y, ça c'est relou, te prends pas la tête. Nous, on va penser à ça. Il y a des rôles, il y a des réunions, il y a des événements, il y a des livrables. Faites ça. Et comme ça vous permet de kickstart sans vous prendre la tête sur ce qu'il y a à faire. Et au fur et à mesure, après, vous ferez évoluer votre organisation par rapport à ça. Mais focalisez-vous sur le principal, c'est-à-dire délivrer de la valeur. Et nous, on s'occupe de l'organisation. Et c'est ça que j'aime bien, dans ce que tu dis, c'est ça crée une routine, ça fait que t'as pas à te poser la question. Tu sais que le matin, t'arrives, tu fais un point avec l'équipe sur savoir comment est-ce qu'on avance sur l'objectif. Tu sais qu'en début d'itération, tu fais un point sur OK, ça va être quoi notre objectif sur les prochaines semaines, comment est-ce qu'on pense y arriver. À la fin, tu fais un débrief en disant voilà ce qu'on a fait, voilà nos prochains objectifs, voilà ce qui était cool, ce qui était moins cool. En fait, tu t'embêtes pas, t'as ta routine et tu te focalises sur livrer de la valeur. Livré, carrément. Tout à l'heure, tu as parlé de leadership et tu voulais être Scrum Master parce que tu dis que c'est un leader en fait. Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu penses que un leader, quand tu es Scrum Master, tu es automatiquement leader ou? Je pense qu'il faut être leader pour être Scrum Master. Soit leader naturel, soit l'acquérir au fur et à mesure, donc avoir envie de devenir leader. Mais pour moi, il faut qu'il y ait une forme de leadership. Et leadership, ça veut pas forcément dire... Alors moi, j'ai une forme de leadership avec un grand wawa et je parle tout le temps et je fais tout ça, mais c'est pas la seule forme de leadership qui existe. Ok. J'ai connu des leaders qui étaient hyper calmes et du coup, tu as une espèce de forme de sagesse et donc tu les suis par rapport à ça. Yes. La force tranquille. C'est exactement ça. Donc il y a différents styles de leadership, mais c'est hyper important parce qu'en fait, toi, tu vas être là dans les bons moments et c'est cool. Le moment où tu kiffes ton taf, c'est quand tu vois que tout roule, tout va bien et t'as fait en sorte que ton équipe soit autonome, qu'elle connaisse les règles, qu'elle sache quand venir te voir, quand se débrouiller seule, quand voilà. Ça, c'est D'accord. vraiment trop bien, mais c'est rare normalement. Les moments un peu plus fréquents et surtout au début, c'est quand ton équipe n'arrive pas à faire quelque chose, est embêtée par quelqu'un d'autre, il y a trop de trucs à faire, il y a tout ça. Et toi, tu es là pour faire en sorte d'aider à résoudre les problèmes, pas forcément les résoudre toi-même, mais les aider à comprendre comment les résoudre. Et tu vas être dans énormément de communication, donc il faut que les gens te fassent confiance. Et donc pour ça, tu vois, il y a tout un truc d'humain, de communication, ce que j'appelle aussi de leadership. Heu Et te dire, en fait, dans la victoire, ça sera la leur et la défaite, ça sera la nôtre ou ça sera la mienne, quoi. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là, sans être démago ni rien, il faut vraiment l'avoir, enfin le vivre et y croire vraiment, quoi. Carrément. Je suis complètement d'accord. Et quand tu as commencé en fait à être Scrum Master, est-ce que tu as eu des déboires? Des choses que tu as implémentées, tu t'es dit: «Attends, c'est peut-être pas comme ça», tu t'es peut-être viandé sur les estimations?
Parce qu'en fait, en général, tu vois, après je parle des estimations, on peut parler aussi d'autres choses, mais j'aime bien l'estimation parce que quand tu es développeur, tu es toujours optimiste et des fois, tu as tendance à, comment dire? Être trop optimiste sur les temps et te dire: «Attends, maintenant, mais ça, je le fais en une journée ou en une heure, c'est terminé». Mais en fait, c'est pas vrai, tu vois? Et quand, tu vois, tu fais ton reporting à d'autres équipes, bah, c'est là où tu te passes un peu pour un fanfaron parce que finalement, c'est pas une heure, c'est, une semaine. Est-ce que tu as eu ce genre de C'est ça. choses? Ouais. Ou, Ah bah, ouais, ça ouais, et c'est limite maintenant, c'est à la marge parce que c'est évidemment et je pense que tu vas comprendre aussi la deuxième partie de cette pièce, c'est que tu commences en mode: «Ouais, non, vas-y, ça va être simple, une journée, tu mets une semaine». Et puis quand tu fais ça plusieurs fois, au bout d'un moment, tu fais: «Ouais, non, vas-y, ça fait une semaine». On te dit: «Bah, mec, je t'ai demandé de changer 2 textes, un petit peu de style, ça te prend pas une semaine». Ouais, mais tu es refroidi par les expériences précédentes, donc ça t'est exactement, retombé dessus. exactement. Parce que ouais, l'estimation en fait, encore une fois, l'estimation, ça doit c'est un outil pour l'équipe. Ça ne devrait pas sortir, de l'équipe, en fait. C'est c'est l'équipe qui utilise cet outil-là, pour pouvoir, dimensionner ce qu'elle va prendre dans un sprint ou dans une itération ou dans peu importe. Et en dehors, limite personne en dehors de l'équipe devrait savoir ce que c'est qu'un story point. On pourrait, heu, estimer en je sais pas, en tonnelles, en carapuce. Je dis ça parce que j'ai un carapuce devant moi, mais on devrait pouvoir estimer en ce qu'on veut, du moment que ça ne parle que aux gens de l'équipe, quoi. Et comment tu fais quand il y a quelqu'un, une autre équipe, une équipe externe qui a besoin de, admettons, ce bouton ou ce back-end pour pouvoir, eux, travailler? À quel moment tu leur dis que c'est prêt Et ben, en fait, c'est de la encore une fois, c'est de la com. C'est juste, nous, on en a besoin et tant que, bah, c'est un peu comme ce qu'on faisait à Mano Mano. C'est, dans les planifications et tu fais la gestion de dépendance entre les équipes. En fait, tu dis, bah, tu fais ton plan, l'équipe a dit: «Bah, moi, j'ai besoin de ça à telle date». Tu regardes si ça rentre dans ton plan, si ça rentre pas, tu décales des trucs et encore une fois, c'est de l'estimation. C'est on pense que ça devrait passer et si ça passe pas, bah, on s'adapte et c'est dommage. Si ça passe, tant mieux. Si on n'est pas sûr, bah, on prend des marges de manœuvre. En fait, moi, c'est ça qui me manque un petit peu dans le monde pro du développement logiciel. C'est: «Les gars, en fait, on fait ce qu'on peut, comme on le peut, les devs, ils sont pas là à glandouiller, si c'est pas prêt, c'est que c'est pas prêt et c'est dommage». Donc en fait, il faut pas que le market ou que je sais pas quoi passe avant en disant: «Ça sera livré à telle date et on va le faire à telle date» parce que, bah, ouais, non, on est pas sûr, quoi. carrément. Après, moi, j'ai eu des projets, tu vois, où on avait des deadlines assez strictes où, Mmh. ça rendait par, des, annonces télévisées, des annonces radio Ouais. où, voilà, on annonçait une nouvelle feature et effectivement, là, tu vois, on pouvait pas décaler. Donc, l'objectif, c'était d'être là en avance pour sécuriser, en fait, cette annonce et effectivement, c'est aussi ce qui rend un peu l'exercice un peu difficile parce que, l'agilité, bah, être agile, des fois, on est quand on estime, en fait, on dit de la complexité, mais on estime pas en termes de date et c'est ça qui rend un peu les choses un peu difficiles, tu vois? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on n'estime pas de la complexité. On Vas-y. estime de l'effort. On estime de l'effort, qui est une variable qui est encore plus nébuleuse. Parce que, l'effort, ça compte plein de trucs différents. Ça prend la complexité en compte, la complexité d'un truc. Ça prend la comment ça s'appelle? La durée enfin, ça prend en compte une espèce de durée et de ce que ça peut de combien de temps ça peut durer. Et ça prend aussi en compte ça doit prendre en compte l'incertitude. Pourquoi je te dis ça? C'est que, tu vois, je te dis par exemple là, Yes. from scratch, tu crées un module d'authentification. Tu as sans doute déjà fait, dans ta vie et tu sais à peu près ce qu'il y a à faire. Globalement, c'est pas que c'est le truc alors si, il y a des complexités, mais ça prend aussi du temps. Tu peux utiliser des services externes, tu peux tout ça, tu vois? Tu as une phase de recherche peut-être Tu avant à vas avoir faire? une Tu as une phase de recherche, est-ce que tu vas avoir besoin de te connecter aussi avec des tierces parties, avec des machins, enfin, tu vois? Tu sais à peu près ce qu'il y a à faire. Mais si on se dit: «Allez, un truc simple de formulaire, juste de connexion, tout est déjà fait en base de données, tu mets, email, le mot de passe, tu et ça te renvoie, tu connecté ou t'es pas connecté». Tu vois, tu as à peu près une idée de ça. Et si demain je te dis: «Tu dois prendre une feuille Excel de 1000 lignes par 1000 lignes et tu me mets,
tu me les remplis toutes avec 1, 2, 3, 4, 5, comme ça jusqu'à la dernière. On est d'accord qu'en termes de complexité, n'importe qui peut le faire. Exactement. En termes de durée, lequel des deux prendrait le plus de temps? Le truc d'authentification ou remplir ces 1000 cases par 1000 cases? Ah bah c'est authentification, sûr. Ah non, attends. Pardon. Si c'est 1000 cases, mais non, là moi je trouverais quelque chose, un moyen automatique de le faire, tu vois, rapidement. Ah non, je veux que tu le fasses manuellement. Là, Ah je oui, te prends cet d'accord. exemple-là, Ok, tu vois, c'est pour ça que je t'as t'ai 1 demandé million de trucs, l'authentification. donc c'est pas Oui, oui. complexe, mais ça prend un temps fou. Ok, je Et comprends donc, ce tu que vois, tu c'est veux dire. pour ça qu'on peut pas estimer Raison. de la complexité. Il Oui, faut oui. qu'on dimensionne, et c'est ce qu'ils disent dans le Scrum Guide, ils parlent de dimensionnement. Il faut Hmm. dimensionner les trucs les uns par rapport aux autres. Alors, Et donc c'est ça, c'est tu prends quelque chose et tu dis globalement c'est à peu près la même chose que ce truc-là, ou c'est un petit peu plus gros et un peu plus petit que ça, donc je vais le mettre entre. Tu vois, c'est ça, tu vas pas chercher à te dire tiens, c'est 4. On s'en fiche que ça soit 4. C'est à peu près 5 ou à peu près 3, un gros 3, un petit oui, 5, je sais pas, mais ok, tu vois, c'est plus ça le. carrément. Trop bien. Et est-ce que tu as d'autres métriques importantes comme ça où il y a des un peu, tu vois, moi je pensais à complexité, mais toi voilà, tu m'as repris là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inscrites dans les mœurs et qui pour toi euh, nécessitent manière à précision? Ouais, ouais. En fait, il y a encore une fois, les metrics, il y en a beaucoup qui en fait ne devraient pas sortir de l'équipe. La vélocité, par exemple, on entend souvent parler de la vélocité. Grave. Heu, Vélocité, tu peux rappeler ce c'est que ça veut dire? Ouais, la vélocité, en gros, c'est, le nombre de story points qu'est capable de délivrer une équipe par, sprint. Sprint, oui. Heu et ça, en fait, ça a été rattrapé par, les chefs de projet, les machins. Alors ça fait genre c'était le mal, hein, le chef de projet, pas du tout, hein. Mais, dans un monde où on connaissait, la gestion de projet classique et tu fais venir des pratiques agiles et ça change un petit peu, on n'a plus de trucs, donc on va essayer de se raccrocher à ce qu'on connaît. Moi, j'ai vu, dans ma première expérience, j'en étais à calculer ce qu'on appelle des focus factors. C'est-à-dire ah ouais, ouais, attention, celui-là, il est génial. C'est Je connais même pas, je sais même pas ce que c'est. combien combien de story points, combien en moyenne de story points fait un développeur dans l'équipe? C'est-à-dire que si tu fais, alors je vais peut-être être pourri sur mes calculs. Si tu as 50 story points dans ton sprint de 10 jours, donc ça veut dire que tu en fais 5 par jour, tu as 5 développeurs dans l'équipe, donc ça veut dire que tu en fais un par jour par développeur, donc tu as un focus factor de ça. Et donc demain, quand tu fais de la planification, tu te dis: «OK, j'ai combien de jours hommes de dispo dans mon sprint avec, les jours fériés, les vacances, les je sais pas quoi?» Hop, ça me fait 37, donc je peux faire 37 story points. Bah, c'est du pifomètre. Ah mais complet. Ça n'a aucun sens. En fait, la meilleure manière de planifier le sprint qui suit, c'est de prendre le sprint précédent. Qu'est-ce qu'on a fait au sprint précédent? Globalement, on a fait, tant de points, on a été capable de faire tant de trucs, on fait un truc qui se rapproche de ça. Sauf si on sait qu'il y a une personne qui sera pas là ou une personne qui revient et tu augmentes un petit peu, tu diminues un petit peu. Mais il faut y aller au pif. Enfin, vraiment, il faut y aller au feeling. C'est est-ce qu'on le sent ou est-ce qu'on le sent pas? Et si tout le monde le sent, go, c'est parti. Ça veut dire qu'il y a toujours, Mmh, c'est-à-dire que si l'équipe change, il y aura toujours un sprint, on va dire entre guillemets, de test pour pouvoir estimer le prochain. ouais, il y a, Uncle Bob, Robert Martins, qui a écrit un bouquin qui est cool, qui s'appelle tu sais, il a fait Clean Architecture, Clean Yes. UX, machin, et il a fait Clean Agile, qui est vraiment trop bien. Je déteste lire et ce bouquin, je l'ai lu, et j'ai trop aimé parce que ça m'a permis de voir que j'étais pas fou, déjà, qu'il y avait plein de trucs que je pensais, que je lisais, qui me semblaient logiques et que je ne voyais pas, dans mon milieu pro. Donc ça, c'était cool. Et dedans, alors lui est très critique de Scrum et surtout de l'application de Scrum actuelle. Mais dedans, c'est lui qui dit qu'il y a rien qui ressemble, enfin, il y a rien, j'arrive pas à formuler cette phrase. Il y a rien qui ressemble le plus au prochain sprint que le sprint précédent. Et que que le premier sprint, tu commences avec, je sais pas ce qu'on va faire. Tu y vas comme ça. Tu fais tes dimensionnements d'éléments, tu commences ton sprint et tu dis: «Ah tiens, on a fait 15. Est-ce que on a à peu près la même composition au sprint d'après? Ouais, vas-y, on prend à peu près 15». Et donc tu prends 15. Et puis si tu fais, en général, tu vas pas faire 45. Ou si tu fais D'accord. 45, c'est que le dimensionnement, il a pas été bon, avant ou qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Ok. Et en fait, tu vas progressivement comprendre
comprendre et connaître ce qu'est capable de faire l'équipe, et tu peux augmenter au fur et à mesure la vélocité, le nombre de points que tu prends, mais parce que c'est que l'équipe connaît mieux le projet, l'équipe se connaît mieux elle-même, l'équipe automatise d'autres trucs, et puis au fur et à mesure, en fait, les éléments vont peut-être devenir de plus en plus simples. Euh, mais ça c'est pareil. Bah tiens, pour reprendre ta question de quelles sont les métriques qu'il faut essayer de surveiller ou de ne pas surveiller, c'est vouloir l'augmentation de la vélocité systématiquement. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire comment tu fais pour l'augmente à l'augmenter. chaque fois. Oh, il faut surtout pas. Une vélocité qui augmente, c'est aussi mauvais qu'une vélocité qui diminue. Il faut une vélocité relativement stable. Parce que ça veut dire que ton équipe est stable. Et ça veut Si dire quoi? ça diminue, ça veut dire... Vas-y, excuse-moi. Pardon? Non, j'allais te demander qu'est-ce que ça veut dire si ça diminue et qu'est-ce que ça veut dire si ça augmente. Ouais. Bah, mettons qu'une équipe fasse 20 story points depuis, ça fait 3 sprints qu'elle fait 20 story points à peu près par sprint. Si les 3 sprints qui suivent, elles commencent à faire 17, 14, 12, bah là, t'as un problème. C'est qu'est-ce qui est en train de se passer? Si ton équipe en elle-même, la composition, elle change pas, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc qui bloque et il faut... Bon, normalement, un bon Scrum Master, il s'en est rendu compte avant, il commence à se poser des questions, et puis il est sur le terrain, donc il voit à peu près ce qu'il peut planter. Mais il y a un truc à faire. Et de la même manière, si ça fait 20, 25, 29, 32, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a potentiellement un problème dans les estimations. On n'est plus capable d'estimer différemment, de la bonne manière, et on estime peut-être pour les autres. Ça m'est arrivé moi d'être dans des équipes où on me disait Alec, il faut que l'équipe fasse 55 story points ce sprint-là. D'accord. Il te dit, il t'explique ce que tu dois faire, ce que doit faire ton équipe. Ouais. Et quand tu dis bah ouais, mais en fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah ouais, mais nous contractuellement on vend 55 story points. Ah bah je peux te dire que les 55 story points, nous on les mettait. Hein. En 4 jours, l'équipe elle avait fini les 55 story points sur des sprints de 3 semaines. Ah oui. Mais c'est normal, tu vois, elle se protège. Donc il faut pas mesurer les éléments qui servent à prendre des décisions au sein d'une équipe. La vélocité, qui est utilisée aussi grâce aux estimations, tout ça, ça doit servir à l'équipe et uniquement à l'équipe. En fait, ce sont des indicateurs qui permettent de voir, de réajuster s'il y a des comment dire, des problématiques ou de nous améliorer perpétuellement. Exactement. C'est de l'aide à la prise de décision. Ça ne doit avoir une signification qu'au sein de l'équipe. Après, on peut le traduire, on peut expliquer, mais en fait, c'est là où c'est le rôle des membres de l'équipe de dire, bah, globalement, ça va bien parce que voilà, ou globalement, ça va pas parce que voilà. Mais envoyer les données brutes comme ça à quelqu'un, à du management, en fait, c'est juste... C'est donner le bâton, ouais, c'est donner le bâton pour se faire battre. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr. Et donc, au final, si tu te fais battre, et ben, du coup, tu vas changer les chiffres et tu vas faire des indicateurs pastèques. C'est ça. Et en fait, non, il faut les garder pour soi. Il faut être capable, et ça c'est dur, mais être capable de refuser. Dis non, nous on va pas vous donner nos estimations et nos vélocités, les trucs comme ça. Par contre, ouais, ce qu'on va vous donner, c'est ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu as besoin de connaître? Tu as besoin de savoir si ça se passe bien. Est-ce qu'on va avoir des retards? Est-ce que voilà. Et ça, faut être en mesure de le donner, tu vois. Je dis pas qu'il faut pas donner d'infos, il faut les donner, mais il faut donner des bonnes infos. Exactement. Faut donner le maximum, voilà, un maximum d'informations, mais voilà, il faut pas il faut effectivement, je suis d'accord avec toi, les métriques, toutes les métriques concernant le Scrum ou le framework Scrum, pour moi, si on les fait sortir de l'équipe, ça va être un peu compliqué. Il y a avoir des interprétations différentes. Nous, on peut faire 20 story points et une autre équipe peut en faire 50. Mais ça veut rien dire, tu vois. Ça veut rien dire. Ça, ouais, ça c'est l'un des pires trucs. Exactement. Donc, ce qui peut être intéressant à mesurer, tu vois, c'est ce qu'on appelle le lead time ou le cycle time. C'est 2 trucs différents. Le cycle time, donc le temps de cycle, c'est combien de temps on met pour passer de ce truc est à faire à ce truc est livré. Ça, c'est intéressant. Ça permet de voir en moyenne. Il faut faire une moyenne, hein, faut pas prendre élément par élément, sinon c'est pas très malin. Mais ça te permet de voir combien de temps met l'équipe à livrer à partir du moment où elle a planifié quelque chose. Et pareil, tu as le lead time ou le time to market, c'est entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est en prod. Et ça, pareil, c'est hyper intéressant. Ça te permet de voir à quel point ton système est rapide
Et en général, le lead time, c'est un peu bâtard, c'est que plus ta boîte grandit, plus le lead time grandit aussi. Parce que, bah, plus de risques, plus de niveau de décision, plus de tout ça. Mais c'est des trucs intéressants à regarder. Carrément. Tu parles de taille de l'entreprise. À quel moment tu penses que on peut introduire un framework? Comme, voilà, n'importe lequel. Et à quel moment où ça devient le bazar? Et qu'il faut peut-être changer, tu vois? De par ton Et ben, j'ai une expérience, hein. réponse très Vas-y, claire, vas-y. c'est non, mais Grave. en fait, ça dépend, ça dépasse, quoi. Ça va vraiment, moi, je pense que quand tu commences un truc, te prends pas la tête avec l'organisation si vous êtes 2 ou 3, heu, vous prenez pas la tête là-dessus, quoi. Sauf si vous avez des deadlines parce que le marché va trop vite et que vous voulez être hyper rapide et tout et qu'il vous faut une cadence et là, ouais, bien sûr. Mais en règle générale, on commence un peu à droite, à gauche, un peu à l'arrache, ouais, franchement, faut pas se prendre la tête. C'est aussi pour S ça que, tu vois, j'ai fait des entretiens et on me disait, à chaque fois, donc je faisais des entretiens, c'était bien avant, hein, et on me demandait, on me disait on me présentait en fait, l'organisation de l'équipe et on me disait: «On fait de l'agilité». Mais après, il me faisait toujours entre guillemets, mais on n'applique pas tous les rituels de l'agilité. Et en fait, tout le monde me disait ça, mais j'ai envie de dire: «Bah oui, tu prends en fait ce qui est utile et comment, tu arrives à bien t'organiser et puis si ça fonctionne», tu vois? Ouais, et puis ça va dépendre des besoins. Heu, Parce qu'en fait, tu vois, on parle de Scrum et on parle beaucoup de Scrum parce que c'est l'un des plus répandus. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont, alors déjà parce que le Scrum Guide, il fait 12 pages. C'est génial. Vendre un truc comme ça, tu pas un manuel de 500 pages à faire, à lire et à faire découvrir à ta direction un machin, c'est 10 pages. Tu leur dis que ça va révolutionner bref. Scrum, ils ont trop bien joué, c'est hyper marketing, faut pas non plus l'oublier, Ils sont 2 à avoir écrit ça, si je me rappelle bien, Ken Schwaber et Jeff Sutherland et chacun ont, Scrum Org et Scrum Alliance. Donc c'est 2 organismes de certification officiels. Donc derrière, il y a un business. Faut vraiment pas l'oublier, quoi. Ça peut pas répondre à toutes enfin Scrum ne va pas répondre à toutes les organisations, à tous les besoins et à tous les trucs, c'est pas possible. Là, tu vois, aujourd'hui, moi, je bosse dans une équipe où on a tellement d'incertitudes, mais qui est même pas liée à notre organisation, qui est liée, en fait, à l'avenir politique aux décisions politiques du pays, parce qu'on est lié à ce qui est décidé à l'Assemblée nationale. En fait, on peut pas prévoir. C'est-à-dire, on prévoit des trucs et demain, on nous dit: «Ah bah non, il y a une nouvelle loi qui tombe et il faut que ça soit, en prod dans 3 semaines». On fait quoi? On dit: «Bah non, parce que nous, dans notre planning, on avait dit que» mais non, on s'en fout, en fait. Il faut qu'on pivote immédiatement et donc on va travailler que dans on planifie des trucs, mais il va y avoir des trucs urgents qui vont passer avant tout et il faut que ça soit OK et c'est ça l'agilité. En fait, c'est être capable de pouvoir pivoter, pas tout le temps à n'importe quel prix, pas voilà, mais de savoir que dans ton organisation, dans cette équipe-là, particulièrement avec laquelle je suis, c'est ça notre orga et dans d'autres équipes, que j'ai aussi et ben, c'est pas, la même orga et dans d'autres équipes qui sont managées par d'autres personnes, c'est encore pas la même orga et en fait, il faut accepter que, ce que doit faire l'équipe, c'est livrer de la valeur, le faire dans les temps qui lui sont, dans ses temps habituels, heu et le faire bien, quoi. Donc pour toi, le Scrum ne doit pas être, on va dire contraignant. Ça doit être quelque chose qui doit, faciliter, comme tu disais tout à l'heure, les décisions. Ah ou ah ouais, 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 il faut, le cadre, il doit être là pour aider. Forcément, il va venir avec des contraintes. C'est comme pour tout, hein, tu Mmh mh. choisis n'importe quel framework, de n'importe quelle techno, il va venir avec des trucs cool et avec des contraintes. Mais il doit être là pour servir un objectif. Encore une fois, il y a, il y a plusieurs modes enfin, il y a plusieurs, étapes de vie, d'un logiciel ou d'une entreprise. Je vais prendre d'un logiciel. Tu as le moment où tu commences, où tu as tout à faire. Tu as le moment où tu es en train de peaufiner, d'améliorer, de continuer à faire des améliorations, mais en même temps de maintenir la version en prod parce que tu as des utilisateurs, mais il faut que tu continues à en acquérir et cetera et ça, c'est la plus longue période et après tu as la période un peu de mort où tu es surtout en TMA et tu passes sur un autre logiciel à construire et celui-là, tu le maintiens en vie avant que ça dégage. Les logiciels globalement, ils ont cet axe de vie-là
Et il existe des organisations et des frameworks pour chacune de ces étapes. En gros, quand tu débutes, tu as, ShapeUp qui est très bien, tu as Lean Startup qui est très bien. C'est des trucs en mode, on essaye, on fait des trucs, on fait des gros batchs, on part sur des itérations qui font, 6 semaines parce que, c'est pareil, c'est débile, hein, de dire, on va faire du Scrum en 2 semaines, au début d'un projet et on va livrer des trucs toutes les 2 semaines. Les 2, 4, 6 premières semaines, tu vas pas livrer grand chose ou pas d'effet waouh pour ton client. Il va se dire: «Ouais, c'est cool». Vous êtes capable de, quand vous faites un push, ça met Hello World en prod. Génial, ça m'intéresse pas beaucoup. Ouais, mais derrière, il y a du taf. Et donc, tu vois, tu as ça. Ensuite, sur du cycle de vie, classique, après, tu peux avoir tu as du Scrum, tu peux avoir du Extreme Programming, tu peux aussi continuer du ShapeUp si tu veux, ShapeUp, selon, tu peux expliquer un petit ouais, peu ce que c'est, ShapeUp? ouais, je t'en dis 2 mots, juste après. Vas-y. 2 mots juste après, bah, non, je vais te faire 2 mots juste maintenant. ShapeUp, ShapeUp, ça a été fait par des gars qui ont un logiciel qui s'appelle Basecamp et qui est un outil de gestion de projet, de collaboration. Et en fait, eux, ils ont créé ce framework qui est complètement adapté à leur organisation et ils l'ont publié en 2019. Ils en ont fait un peu la promo et montré que c'était génial, que c'était vachement mieux que Scrum et cetera. Heu, Spoiler alert, c'est un peu du rebrand de Scrum, il y a beaucoup de choses en commun. Après il y a des éléments qui sont intéressants, qui viennent, hem, en fait, quand tu fais du mauvais Scrum et quand, ce qu'on a quasiment tous vécu et la majeure partie du temps, voir ce truc et dire: «Ah, celui-là, il est mieux parce qu'il y a tel principe, tel principe, tel principe», qui en fait sont les principes de Scrum, mais que tout le monde a oublié. Et du coup, ça peut permettre de faire ça. Par exemple, dans ShapeUp, tu as une notion d'appétit. L'appétit, c'est pas dire combien de temps ça va prendre, mais c'est combien de temps on a envie d'allouer à cette fonctionnalité. Ce qui est trop bien. En Scrum, on appelle ça un sprint. C'est en gros, tu dis, en 2 semaines, je vais bosser sur, cette fonctionnalité, et je vais en faire, 50 et après je vais faire, c'est les 50 le truc d'après. En ShapeUp, c'est je mets 4 semaines d'appétit. Très bien, c'est la même chose, mais D'accord. c'est brandé différemment. En Scrum, en fait, les sprints, ils sont toujours similaires, tu vois, d'un sprint à l'autre. Moi, j'ai rarement vu, La durée? ouais, de la durée, des gens, voilà, Ouais. une extension. J'ai l'impression que chez Pub, l'appétit est différent de. Alors, normalement, tu as des cycles de 6 semaines en ShapeUp. Eux, ils disent, les meilleurs cycles, c'est 6 semaines, comme ça, c'est suffisamment gros pour pouvoir faire plein de choses, mais suffisamment petit pour pouvoir, mince, Délivrer. ne pas partir en mode tunnel, sur les trucs projets, qu'on a déjà vus. OK. Hem, L'appétit, normalement, tu en as 2 types d'appétit. Tu as ce qu'ils appellent les small batch et les big batch. Small batch, ça devrait être à peu près 1 à 2 semaines et les big batch, c'est les 6 semaines du cycle. OK. Donc normalement, ça devrait être ça. Dans l'application, moi, pour l'avoir vu, bah, il y a les mêmes dérives qu'avec Scrum. C'est qu'en fait, tu dis: «Bah, ouais, mais ça, en fait, j'ai pas besoin de enfin, ça sera jamais fait en 1 ou 2 semaines, il faut plus, mais il faut pas 6 semaines non plus. Donc en fait, on va mettre 4 ou en fait, on va mettre 3 ou en fait» et bah, ça revient aux mêmes choses que de dire, «Mon item, en fait, je vais pas l'estimer 8, mais c'est pas non plus 13, donc vas-y, je vais l'estimer 10». Bah, ouais, mais ça existe pas normalement. C'est justement pour forcer à mieux cadrer, à couper dans le gras s'il faut couper dans le gras, à augmenter, l'ambition s'il faut l'augmenter et encore une fois, c'est pas un problème de cadre, c'est un problème de personne, de nous. Il faut qu'on apprenne à utiliser les outils de la manière dont ils sont faits, heu, ou pensés, ou les adapter et accepter qu'on les adapte. On dise: «Bah, on fait pas du Scrum». C'est inspiré de Scrum, mais on fait pas du Scrum. OK. OK. Et tu vois, là, tu m'as parlé d'un nouveau framework. Comment on le fait adhérer, aux dirigeants? Parce que déjà, tu vois, on a mis du Scrum, déjà, ça a été compliqué à le faire adhérer. En plus, il y a des gens qui sont toujours sceptiques, tu vois? Il y a des gens qui comprennent Mmh. toujours pas l'utilisation. Comment tu fais, tu vois? Est-ce que tu as déjà eu à faire ça pendant ton expérience, durant ton expérience?
Alors j'ai pas eu à le faire, moi personnellement. J'ai toujours fait partie d'équipes d'accompagnement au changement. C'était pas moi particulièrement et c'est la partie la plus compliquée parce que l'être humain n'aime pas le changement et que ça soit à la direction ou que ça soit dans les équipes, hein. Parce qu'il faut pas en fait l'agilité comme pour tout, c'est une démarche, une dynamique d'entreprise. C'est une volonté vraiment culturelle de l'entreprise et si une direction dit, «Bah tiens, ouais, on va mettre ça en place comme ça, ils livreront mieux», et bah, c'est perdu. Parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'est-ce que nous, en tant que direction, on est prêt à faire, on est prêt à changer pour que ça se passe mieux avec, au sein des équipes et côté équipe, OK, c'est quelles sont les ambitions, de la boîte? Qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce que ça nous permettrait de faire en plus? Tu vois, il y a vraiment cette espèce de rapprochement, top down et comment convaincre? Encore une fois, désolé, hein, mais ça va dépendre. Ça va dépendre des gens, des organisations, des niveaux d'ouverture de chakra de chacun, selon les jours, parfois tu vas avoir juste une petite brèche, une petite opportunité qui te permet de voir de: «Ah là, ça a pas fonctionné et si je parle de ça, alors ça va permettre d'ouvrir quelque chose». C'est ouais, c'est presque de la politique, quoi. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais développeur et puis après, tu es passé Scrum Master. Comment s'est passée l'évolution, tu vois? Parce que là, je vois que tu es de plus en là, tu es engineering manager, mais tu es de plus en plus, ancré même on va dire fan, lire la littérature sur le Scrum, à poncer, tu vois, tous les documents. Comment, ça a évolué tout ça? Bah, en fait, heu, assez graduellement et il y a eu une espèce de rupture au moment du covid. Une rupture où je me suis encore plus intéressé. En gros, donc de 2012 à 2000, donc 2012, j'étais, Scrum Master développeur, un peu product owner sur d'autres projets, tu vois? J'essayais de me chercher, voir ce qui m'intéressait. Ensuite, j'ai été chez Capgemini pour essayer d'être chef de projet. Chez Cdiscount, c'était pas trop mon délire, le fonctionnement. Ensuite, j'ai été dans une autre société de services en tant que Scrum Master. Là, on pourra en parler, c'est aussi, si tu veux, des choses à ne pas faire en tant que Scrum Master, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais il faut insister sur ce genre de truc. Un Scrum Master n'est pas là pour protéger à tout prix son équipe. Vas-y, on Hem, peut diverger rapidement là-dessus parce que moi, ça m'intéresse là. Là, ouais, ouais, ouais. tu ouvert un petit pan. Je En en gros, ça, c'est un truc et j'ai refait de la même erreur, il y a pas très longtemps et maintenant, ça y est, c'est ancré, fini, je ne ferai plus cette erreur. En tant que leader d'équipe, vous n'êtes pas là pour, heu, être médiateur d'un conflit. Enfin, je pense, c'est ma conviction. Vous ne devez pas être là pour faire de la médiation de conflit. Vous devez être un intermédiaire qui facilite le dialogue entre les personnes et vous êtes là pour faire en sorte qu'il y ait plus de ouais, en même temps, tu vas me dire, c'est la définition de la médiation. Vous n'êtes pas là pour résoudre vous-même le conflit. Voilà, c'est plus ça ce que je veux dire. Donc là, en fait, C'est pas pour l'exemple, c'est on est dans une équipe ou dans ton équipe, tu es le Scrum Master, il y a 2 personnes qui ont un conflit ouais. et toi tu Mon dis rôle, c'est pas d'aller voir, A et de lui parler, de comprendre ce qu'il, veut, d'aller voir B, de lui parler, de comprendre ce qu'il veut, de lui faire comprendre un peu ce que A veut, ensuite de retourner voir A et de lui dire un peu ce que B non, c'est pas ça, c'est: «Les gars, ça allez va faire pas, parler A venez, et B. on se met tous les 3 et vas-y, on va parler». Et la seule fois et en plus, c'est la fois la plus spontanée où j'ai fait ça, ça s'est trop bien passé. J'ai un collègue qui vient me voir, qui me fait: «Là, c'est pas compliqué, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que je vais lui mettre mon poing dans la gueule». On Ah, était en pause café et on vient me voir, on me fait ça. Je fais: «Ouh là, là, ça s'est bien passé cette fois-ci». Je fais: «Ouh là, oh, attends, stop, ah, j'ai cru que tu on allais enlever les redescend». lunettes et dire: «OK, Je on vais y va». non, 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 je vais chercher, l'autre gars, je lui fais: «Vas-y, on parle, qu'est-ce qui s'est passé, quoi?» «Mais non, mais c'est rien, mais c'est parce que j'ai fait ça, ouais, mais moi j'en ai marre» et là, il commence à se vénère et je dis: «Les gars, on redescend, on essaie juste de comprendre ce qui se passe». Et puis chacun, au bout d'un moment, arrive à redescendre et à se calmer et à expliquer que, bah, il y en a un qui fait tout le temps des blagues, l'autre il lui a demandé 3 fois d'arrêter et ça l'énerve et D'accord. l'autre il continue et au bout d'un moment, c'est bon quand c'est tous les jours, machin, hop. Et en fait, ça s'est terminé en: «Arrête de faire des vannes», tu vois que ça l'amuse pas, «Arrête, ouais, OK, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris que» et puis l'autre: «Je vais vas-y, je vais redescendre» et très D'accord. bien. Et je pense qu'on sert à faire ça. Et moi, une fois, j'ai pas fait ça. J'ai senti que mon équipe était attaquée et du coup, j'ai attaqué
Ah oui. Et j'ai balancé un mail que j'aurais pas dû balancer à des personnes qui ensuite l'ont reçu et voilà et c'est reparti en mode, «Bah, mec, c'est pas compliqué, tu vas partir. Si tu te calmes pas, tu vas partir». Et moi, mon intention, elle était bonne, hein, et je pense que l'intention était bonne, mais la réalisation a été mauvaise. De la manière, ouais, OK. C'est En fait, j'aurais dû aller voir, cette personne, lui dire: «Écoute, voilà ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est pas cool, tu comprends qu'il se passe ça, ça, ça et ça». Et lui en parler en live, en direct, mais j'étais un peu plus jeune, je devais avoir, ouais 25 ouais, ça fait plus de 10 ans maintenant. Waouh, ça fait mal. Et du coup, tu le vois pas de la même manière, tu es un Oui, oui. non, OK. vas-y, je vais protéger mon équipe. Non, la protéger, ouais, mais du coup, bah, je suis parti et c'est peut-être pas la meilleure manière de la protéger en te faisant, en partant, quoi. Oui. Et donc ouais, on est là pour aider les gens à parler, aider les gens à résoudre leurs conflits, mais leurs conflits ne nous appartiennent pas. C'est pas à nous de les subir, quoi. Carrément. On a beaucoup dérivé de la question initiale, je l'ai oubliée. Eh ben, c'est bien dommage. Ah si, c'était le Ne parcours de Scrum Master et de pourquoi, comment, voilà. Exactement. Hem Et donc j'étais en société de service, j'ai fait donc cette mission-là de Scrum Mastering. Après, il y en avait plus, donc je suis reparti un peu sur du dev, AngularJS à l'époque et un peu de TypeScript. Après j'ai fait une mission qui était formidable où on était que des seniors. Enfin, au bout d'un certain moment, on était que des seniors, avec, les clés du camion. C'est: «Tenez les gars, il y a un truc à faire, vous avez la cliente en face, débrouillez-vous, parlez-lui, il y a budget illimité, c'est parti». Pas mal. Et c'était trop bien. En fait, chacun prenait le rôle qu'il voulait prendre. Moi, j'avais un rôle un peu dev, un peu, responsable projet, je sais pas quoi, leadership, organisation. Il y en avait un qui était architecte, l'autre qui était, testeur, voilà, l'autre qui faisait, du back, du front. C'était trop bien. On était trop bien organisés. Je te parle de ça, on est, 2018. On D'accord. était déjà sur Discord pour, en télétravail pour parler ensemble parce qu'il y en avait un qui était à Toulouse, l'autre qui était à Bordeaux, l'autre qui était en Thaïlande 1 mois sur 2. Toi, c'était le télétravail, ouais, mais Ah franchement, oui, ah là, la c'est autre chose. communication, elle était ouf. Et encore une fois, je te parle de ça, 2018, c'était pas en mode télétravail comme on a maintenant où c'est bien organisé et tout. On avait créé un Discord où on était tous connectés, tout le temps sur notre open space virtuel, et ça, c'était le 1er moment aussi où je me suis rendu compte que le télétravail, c'est possible en équipe et qu'il y a déjà des outils qui permettent de le faire. Et ça, pareil, en tant que leader d'équipe, c'est cool de se dire, je vais quand même pouvoir continuer à faire mon taf, en remote. Et hem et après, à l'issue de cette mission, on m'a dit: «Écoute Alec, c'est compliqué parce que tu es un peu dev, un peu PO, un peu Scrum Master, tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'il faut que tu te spécialises, là, tu es un peu bon dans chacun». Et j'ai fait: «Bon allez, vas-y, coaching agile, c'est ça qui me plaît, moi ce que je veux, c'est résoudre des problèmes, en tant que coach, je peux rester à côté du produit et à côté du dev, au moins je peux faire les 2». Et pourquoi Bim, cette per Covid. ah ouais, attends, mais pourquoi cette personne voulait que tu te spécialises? Tu pas bon dans les rôles un peu multicasquettes? Bah, en fait, c'est pas ça, c'est que, tu sais, quand tu es en ESN et que, les clients cherchent des profils, bah, Oui, ils veulent un profil, on veut un dev expérimenté de machin. Et moi, bah, il y avait des trous, tu vois, j'avais plein de petits trucs, un peu dev, un peu un Scrum Master, un peu machin. OK, Et donc, pour eux, c'était plus simple si je me focalisais, d'accord, je comprends. et du coup, le Covid a frappé pile au moment où j'ai dû faire ce choix et au moment où, ma mission s'était arrêtée. Donc, bah, rien à faire. Et là, tu te dis: «Cool, ça va être long». Ça va être long ces 2 semaines de confinement. Heu et et du coup, on m'a demandé de former les nouveaux arrivants, parce qu'on continuait quand même à avoir des arrivées, de former les nouveaux arrivants, aux pratiques agiles, à ce que c'était que l'agilité, tout ça. Et du coup, bah, la meilleure manière de former quelqu'un, c'est de bien connaître le sujet. Et vu que, bah, comme tout le monde, syndrome de l'imposteur et cetera, j'ai poncé, je me suis, intéressé à l'histoire de l'agilité. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'il y a plein de trucs et tout différents? Et en fait, là, j'ai level up à ce moment-là sur, ma compréhension de l'agilité. Heu, ouais, toute la partie historique de pourquoi, comment, hyper intéressant. Et en fait, bah, ça a même mené à mon départ parce que je me suis dit: «En fait, c'est pas du tout, c'est ce ce que je lis et ce que je vois, c'est ce que j'ai envie de faire».
et c'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui enfin, c'est pas mon délire. Et j'ai rencontré, des gars de Mano Mano, et on a échangé et mon entretien, il a duré 2 heures, à discuter. C'était même pas un entretien, tu vois? C'était une discussion. C'était Discussion. tellement cool et du coup, c'était avec Amaury et Ramon et du coup, j'ai fait, «Ouais, en fait, c'est ça. Moi, je veux aller là» Donc là, en fait, et donc t'as je suis fait un entre arrivé, tu fait un entretien pour être coach agile, c'est ça? pour être alors, oui et non. En fait, en vrai, c'est un rôle de coach agile, mais chez Mano Mano, ça s'appelait Senior Scrum Master. OK. Mais en fait, tu es Scrum Master de 3 à 5 équipes. Donc en fait, tu pas sur le terrain, tu es vraiment en transverse et donc tu es un coach agile, quoi. Et est-ce que tu vois cette manière de fonctionner, est-ce que cette manière de d'être ou ce poste, est-ce que tu trouves qu'il est efficace, toi? Est-ce que le poste est efficace? Tu es prêt? Moi, je suis Ça dépend. méga prêt. Ça dépend. Je pensais que tu allais me dire: «Ah attends, sur 3 ou 5 équipes quand même, Bah, sur des préceptes». En fait, tu vois, moi je me dis, mais voilà, mon franc-parler là-dessus, moi j'ai envie de dire que c'est inutile. Pourquoi? Parce que tu es sur 3-5 équipes, tu la connais pas vraiment, mmh, peut tu donnes en fait des indications Scrum by the book, tu vois? Avec toutes les, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et pour que tu puisses suivre les 3 à 5 équipes que tu suis, il faut avoir des métriques un peu similaires un peu partout. Mais si tu commences à rigidifier ça, ça veut dire que quelque part, tu vois, tu imposes une manière de fonctionner qui est différente d'une équipe à une autre. Et pour moi, du coup, ça remplit pas son rôle, tu vois. Voilà. en fait, ce qui est important de définir à la base, c'est qu'est-ce qui est attendu par le coach Yes. et tu vois, dans les équipes alors je l'ai pas fait dès le début, mais je l'ai fait sur ma dernière année, surtout quand il y a eu, division de train et que j'ai changé de train. J'ai mis en place des contrats de coaching avec les équipes en disant: «Qu'est-ce que vous attendez de moi?» Moi, je suis pas là pour vous imposer des trucs. Je suis là pour, essayer d'identifier avec vous quels sont vos besoins, quelles sont vos lacunes aujourd'hui et d'essayer de vous aider. Tout ça en accord avec, la strate de la boîte, avec, les, moyens et tout qui sont mis en œuvre et moi, je me vois pas comme, je suis pas le chef de l'équipe, chef dans le sens, il faut appliquer, tel et tel truc. C'est moi qui vais essayer de voir, si, vous livrez bien, si, il y a ça. Moi, je suis plus là en mode, tu sais le gars qui rentre dans l'open space, qui regarde un petit peu, les écrans et qui dit, «Ah tiens, tu pas besoin d'un coup de main, là? Parce que toi je vois que tu fais ça, peut-être qu'on peut faire différemment?» «Ouais, non, je pense pas». «OK, d'accord» et puis tu pars, tu vois? Tu es là juste pour, conseiller, OK. donner un truc, proposer OK. quelque chose, sauf au moment où tu vois et ça m'est arrivé, tu arrives dans une équipe et tu dis: «Bah les gars, en fait, là vous avez fait un sprint de 2 semaines, vous n'avez rien livré en prod. Ça c'est pas possible. Il y a un Mmh problème dans mh. le flux de production» et les gens, tu sais, au début, ils sont pas inquiets ou pas choqués. C'est: «Bah, oui, mais t'inquiète pas, ça sera fini après». Ouais, mais en fait, l'objectif du sprint, c'est de se dire: «On va livrer des trucs en prod» C'est vrai, d'accord. et ça me gêne pas qu'on ne livre pas tout, mais qu'on livre rien et alors qu'on a tout commencé, ça me pose un problème. Parce que ça veut OK. dire que, on a investi de l'argent pour rien. Mmh. OK. Tu et voilà et du coup, c'est là où ça va vachement dépendre du coach, du coup et de l'équipe. Parce qu'encore une fois, on est sur de l'humain. C'est comme est-ce qu'un psy, ça sert à quelque chose? Si tu vas avoir un très mauvais psy, tu vas dire non. Si tu vas avoir un très bon psy, tu vas dire c'est génial. Si tu pas réceptif à ce genre de truc et que tu as pas envie de parler, ça servira à rien et enfin, Exact. tu vois, c'est vraiment ce truc-là Oui, je et comprends, donc il faut coacher les gens qui ont envie d'être coachés. carrément. En fait, moi, quand je te disais, tu vois, des fois, en fait, moi, je le vois comme quelqu'un qui rigidifie le framework, tu vois. Ouais, Voilà, c'est ça qui me déplaît en fait dans l'approche. Je me dis, je serais plus réceptif à une équipe qui fonctionne bien, qui a une manière de fonctionner et qui a peut-être eu à faire face à des problématiques. Et moi, je fais un vie ma vie, je vais dans cette équipe-là, tu vois, et j'essaie de voir un peu ce qui ouais. marche et ce qui fonctionne. Et là, tu vois, j'aurais plus réceptif. Une personne qui est 100% coach sans avoir d'équipe, c'est ça où cette méthode-là, je trouve qu'elle est pas, elle ne m'est pas adaptée, tu vois. Après, Alors voilà. ouais, je comprends.
Dans le cas spécifique là, à Mano Mano, c'est qu'en fait, il y a déjà des, si je dis pas de bêtises, c'était les engineering leads, donc des lead dev qui aussi avaient le management des devs. Et donc Ah en oui. fait, eux, ils avaient plus la responsabilité sur le delivery. Et donc en fait, ce qu'apportait le coach agile et le scrum master, c'était améliorer les pratiques, améliorer la communication, faciliter, 2-3 trucs, appliquer aussi les règles qui s'appliquaient à toute la tech. Exact. Et c'est là où on avait vraiment aucune responsabilité sur le delivery. Yes. Demain, si les équipes, elles arrêtaient de délivrer, c'était pas de notre faute. Mmh. Moi, ça m'aurait saoulé, mais c'était Mmh. plutôt, la faute de l'engineering lead, ou engineering manager, je sais plus, quel est Engineering le manager à terme. l'époque. Ouais, exact. Je te valide. Hem, mais par contre, ouais, c'est aujourd'hui, je suis avec mes équipes. Alors j'ai pas un rôle de coach ou de scrum master, mais en fait, je le fais quand même parce que je sais que ça marche. Ça marche, exact. Donc je suis là pour, faciliter, faire en sorte que la production, elle avance. Et ouais, parfois, je vais rajouter des trucs, dans le flux et ça va agacer parce qu'encore une fois, c'est les habitudes et changer les habitudes, c'est tout le temps contraignant. Mais c'est là où le dogme il faut dégager tous les dogmes. Ça m'est arrivé d'essayer des trucs et une semaine après, je dis: «Ouais, non, en fait, c'est bon. Ça marche pas, c'est pas possible» et je le vire. Et il y a même des gens qui m'ont dit: «Au début, on n'en veut pas» et quand je le vire, c'est: «Pourquoi tu le vires maintenant? Ça fait qu'une Ouais, semaine». exact. Et je dis: «Ouais, mais regarde, ça marche pas, il y a personne qui a envie et moi, je suis pas là pour faire en sorte que de vous forcer une réunion ou un point ou quoi que ce soit parce que, on m'a demandé non, ça marche pas, donc on le fait pas». Et tu arrives et tu proposes un truc et si les gens disent: «Ouais, non, je le sens pas», OK, ben, on le fait pas. Je pense que c'est la bonne chose, mais si vous voulez pas, on le fait pas. Et c'est comme pour tout, en fait, il faut y aller avec de l'intelligence, faut réussir à convaincre et expliquer et surtout faut pas de dogme. Et c'est comme dans tous les tafs, hein. Tu vois, Mmh mh, mmh. tu as un nouveau dev qui arrive et qui voit, que dans ton code, il y a, une méthode qui est, enfin, tu as 5 méthodes qui sont à chaque fois dupliquées 2 fois. Il va te dire: «Bah, là, il faut tous les refactorer parce que, ta méthode A, elle est 2 fois, tu as le code, machin». Ouais, mais c'est que 2 fois. Est-ce que c'est vraiment, tu vois, ça serait plus chiant, en fait, si on faisait une factorisation et qu'on mettait là, ça serait chiant. Nous, on s'est dit: «La règle, c'est 3». Ouais, mais non, parce que normalement, c'est écrit qu'il faut factoriser. Bah, voilà, non. Mmh. Pour moi, le coach, c'est pareil. C'est tu arrives et dis: «Ouais, là, ça serait bien que vos délits, ils durent 15 minutes parce que c'est écrit 15 minutes sur le bouquin». Ouais, mais nous, tu vois, on est beaucoup et il faudrait que ça soit 20 minutes parce qu'on aussi, on parle de ça et ça. Ça va à tout le monde? Ouais. Bah, on fait comme ça. Je On s'en comprends ce que fout, en tu veux. fait. Ouais, carrément. Trop bien. Trop, trop bien. Et par contre, il faut pas se dire, il y a des règles qui, par contre, doivent pas changer. On va pas dire: «On fait un sprint d'une semaine, puis un autre de 3, puis un autre de 2, puis 4, puis un, puis machin». Ça, par contre, c'est non, les gars. Je veux bien qu'on essaye différent et on dit: «Là, on se met dans une période où on essaye différentes durées», mais à la fin, on fait un choix. OK. Et toi, il y a des trucs où parfois, faut ajouter du cadre parce que ça rajoute du rythme et que ça enlève de la complexité. Et parfois, c'est bon, c'est du sur des détails ou sur des trucs comme ça qui arrangent les gens, bah, débrouille. Trop Je vais bien. me faire tomber un câble, je sais pas quoi. Il y a pas de problème. Du coup, est-ce que tu as un projet marquant, où tu as appris énormément de choses et que tu as envie de partager? Avec des Ouais, bah, gros je vais succès? reparler de Mano Mano. Je vais reparler de Mano Mano, Trop bien. c'était trop bien. Je suis arrivé en février 2021 à Mano Mano. Heu, je crois que c'était genre le pro je sais plus. Mais en gros, je suis arrivé, le lundi d'après, il y a, Florian qui est arrivé, qui était le head of agile et et en fait, c'était trop cool parce que, bon, déjà, on s'est super bien entendu dès le début et parce qu'on avait une équipe agile de 6 personnes à ce moment-là. Et Florian, il est arrivé en disant: «Bah, voilà, moi, je suis là pour, développer l'agilité à l'échelle, au sein de Mano Mano». Safe. Donc à cette époque, si je dis pas de bêtises, on était 500, un truc comme ça, à la tech, dans ces eaux-là, ou 400, mais enfin, tu vois, Je pense qu'on était on vers les était quand même 500, ouais, pas mal. ouais, ouais, on était vers les 500, ouais. Et du coup, c'est, ouais, voilà, on va mettre un truc à la safe. Mais on va pas mettre safe parce que safe, ça a pas bonne presse et que, on va le faire à la mano. Donc on va le faire à notre sauce, quoi.
Et donc d'être là dès le début de ce truc, dans les ateliers de réflexion. Moi, je connaissais Safe que parce que j'avais suivi une formation, mais sans plus, avec, des types comme Florian, hyper intéressants, sur le sujet et d'autres coachs comme, Amaury, Ramon et cetera, qui étaient plus sur l'aspect humain et moins pratique et en vrai, il y avait une espèce d'émulsion de ouf, heu et d'avoir été là au début et d'avoir, mis ça en place et d'être arrivé et de mettre en place des PI planning au bout de 2 mois, heu et de passer de l'intégralité de la tech qui disait: «C'est pas possible ces trucs. Vous allez nous fumer 2 jours, on est ensemble en réunion à En distance à PI faire des planning. plans et tout. Mais mec, on en a rien à faire de tes trucs, on n'a pas envie, quoi». Et à la fin, ça termine par: «Ah ouais, allez, 80-90 il y avait quand même pas mal de résistance», ce qui est normal. Mais tu avais une très, très large majorité de gens qui ont dit: «Oh finalement ça va, c'était cool et puis les résultats sont sympas, ça nous fait des plans, et puis on a amélioré ça». Non franchement c'était trop bien. J'ai adoré ce passage-là de voilà, du déploiement de Max, mano mano, heu, Accelerate. C'est ça, non? non, Accelerate. Non? c'était je sais plus q ah! Collaboration System. Agile. Mano Agile. mano, Agile Collaboration System? Je crois que Je c'était sais. ça. Pour Ah je sais pour le plus. con pour le contexte, on est passé de, un framework Scrum, ce qu'il y a de plus, banal avec des coachs agiles et on a transité vers du Scrum à Un espèce l'échelle, de safe. à du Safe. Et tu peux, toi, expliquer un peu, en une phrase le Safe, ce que ça fait exactement? Parce qu'on a des, Scrum of Scrum, t'as plein de rituels un peu, tu le PI planning, si on peut, Ouais, voilà. bah, alors il y a plein de, alors si on repart du tout début, les puristes et notamment, Uncle Bob te diraient: «L'agilité, ça n'existe pas à l'échelle, ça peut pas fonctionner». Mais, en gros, c'est fait pour fonctionner sur des petites équipes. Mais il y en a qui ont essayé. Donc tu as plusieurs, frameworks d'agilité à l'échelle qui existent. Tu as, Less, tu as Nexus qui vient de Scrum et il y a Safe. Safe, c'est l'un des plus connus parce que c'est l'un des plus déployés. Étonnamment, c'est parce qu'ils ont, comme Scrum, un outil marketing de ouf avec, voilà, tu as des certifications, des machins, voilà. Et en fait, c'est assez lourd et assez compliqué quand tu arrives si tu vas sur le site de Safe, Scaled Agile Framework, un truc comme ça, Tu vois une imbitable. map, ah ouais, c'est imbitable. C'est C'est imbitable. imbitable et c'est fait exprès. Mmh. C'est fait pour montrer que c'est compliqué et donc ça séduit les grands groupes parce que c'est compliqué et donc vu que notre système en tant que grand groupe, il est compliqué, que ce truc, il est compliqué et ben, ça va marcher. Franchement, je te jure, c'est ça. Hem, mais Safe à la base, c'est une bonne idée, c'est un truc intéressant et c'est, un truc où normalement tu fais un peu du cherry picking et tu prends ce qui t'intéresse et tu prends ce qui va. Hem et c'est des gars, ceux qui ont créé Safe, en fait, ils ont, fait une espèce d'études, managériales et organisationnelles dans plein d'organisations dans le monde. Ils se sont baladés à droite à gauche. Ils ont vu ce qui se faisait dans plein d'organisations de plein de tailles différentes. Ils ont juste pris tout ce qui leur semblait bien et ils ont fait un framework avec. Donc ils ont volé les réflexions des autres. Non, j'exagère. Mais en gros, Ils ont pris les meilleurs ils concepts, ont ils ont fait un concept encore ouais, c'est mieux. ça, Ouais, non, c'est top. c'est ça. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que, les équipes puissent rester agiles dans des contextes où il y a, voilà, plusieurs centaines de personnes dans l'organisation, que ce soit la tech ou l'organisation globale. Sachant que, plus on a de personnes, plus la communication est compliquée. Voilà. Donc Safe, c'est un framework d'agilité à l'échelle Carrément. et qui est Moi, je très décrié parce qu'il y a plein de comme Scrum, en fait. Il y a vraiment moyen d'en faire de la gestion de projet, qui est complètement à l'inverse de l'esprit, Safe. Ce que j'aime bien, moi, avec Safe, c'est pendant 2-3 jours, en fait, toute l'organisation se met à travailler sur les objectifs Ouais, de l'entreprise. Et du coup, on se parle, c'est là où on fait les meetings, on voit d'autres génial. équipes, d'autres domaines, d'autres business units, et ça, c'est génial. Genre se synchroniser ensemble, c'est génial. Donc, Avant de le faire, je pense qu'on sous-estime la puissance du PI planning. Tout le monde, enfin, en tout cas, les ayatollahs de l'agilité et tout ça vont te dire: «Ah, le PI planning, tu vas voir, c'est génial, il y a une énergie de machin». Tu fais: «Oui, c'est bon, t'inquiète pas, tu pas besoin de me le vendre, la formation, elle est payée par ma boîte, moi ça me va, quoi». Et puis quand tu y es, tu te fais: «Ah ouais, non, en fait, c'est trop bien». Et que ça Ouais. soit enfin,
qu'il soit physiquement ou en remote, Oui, je trouve que tu as cette énergie. Ah, tu l'as forcément plus en physique. en physique. Je sais pas Mais si en tu te rem rappelles, tu étais là, quand on avait fait la rétro, géante là dans à Paris, où tout le monde était autour de tables rondes. C'était pas le PI planning, mais c'était la rétrospective de du trimestre. je Ça te pense, parle ou mais pas? ça me parle moyen. Mais alors bon, moi j'étais dans l'animation, donc je me baladais à droite, à gauche et on y allait, mais cette énergie, elle était mais juste trop bien. Tu sentais que les gens étaient trop contents, que c'était cool, quoi. En fait, les gens, ils aiment être ensemble et Et c'est ça qu'il faut créer, quoi. c'est un point que tu soulignes bien. L'avantage aussi du PI planning, ça permet aussi, à toutes les personnes de l'entreprise, de l'organisation, de connaître aussi les nouveaux challenges de l'entreprise. Et Ouais. quand tu travailles sur un objectif, ben, chaque personne se dit: «OK, bah, je veux contribuer à cet objectif précis et je vais le faire avancer». Et à la fin, comme tu dis, à la rétrospective, on se dit: «Mais où on en est? Est-ce qu'on l'a délivré ou pas?» Et à la fin, on arrive à savoir: «OK, tout a été délivré, il y a ça qui a été délivré, oui, non, quelles ont été les problématiques?» et cetera. Et ça, je trouve ça génial parce que, ben, on est vraiment tout le monde est au courant. Et ça permet de Ouais, confondre c'est ça. aussi toutes les domaines, les business unités. Je trouve ça, on est tous embarqués C dans l'entreprise, donc ça, c'est top. Exactement. C'est un super exercice d'alignement, en fait. Tu sais pourquoi et puis nous, tu vois, on est une génération, on a besoin de sens, on a besoin de faire des trucs qui servent à quelque chose, on a besoin de voir qu'on apporte notre pierre à l'édifice, on a besoin de tout ça et donc le PI planning, même si à la base, tu te dis: «Ouais, c'est 2 jours de réunion», oui et non, c'est un événement, en fait, c'est un séminaire. Un séminaire. C'est Ouais, ouais, ouais. un séminaire, c'est pas forcément relou. Surtout si vous avez un super scrum master comme moi, c'est génial, quoi. Heu, Exactement, exactement. Exactement. mais non, c'est cool. En fait, avoir ce sentiment d'alignement et finir cet événement avec le sentiment d'alignement et te dire, «Putain, ça va être cool là. Le Ouais, trimestre qui ouais, vient, ça va être cool et on va faire des trucs sympas et on va exact. livrer des trucs bien. Ça va être tendu à certains moments, mais ça va être cool». Bah, ouais, ça crée quelque chose, quoi. Ça te motive et ça devient challengeant, donc c'est top. Ouais. Là, je vais te poser une question, et tu vas me dire ce que tu en penses. On va parler d'IA. Est-ce que tu penses qu'il y a un coach agile ou une peut être remplacé par de l'IA? On a des métriques, on a plein de métriques. Est-ce qu'on peut créer un petit agent IA qui nous dit: «Attends, mais ça, cette métrique-là, elle commence à diverger, regarde un petit peu» et cetera? Je sais pas, là, je réfléchis à haute voix, mais est-ce que tu Heu, penses qu'il ouais, ouais, ouais. y a quelque chose qui peut être fait, avec l'IA? Alors, est-ce que je pense que c'est comme pour beaucoup de taf, les débutants peuvent être remplacés par l'IA, comme pour le dev, hein, tu vois? Le dev débutant, peut être remplacé par l'IA. Hem, je pense que si tu arrives à faire un bon prompt ou un bon GPT, ouais, tu dois pouvoir remplacer un coach, hem, en lui expliquant, tu vois, ta situation. Tu lui dis: «Voilà ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse?» et lui, il va, regarder, toute la littérature et te faire des propositions. La seule chose qu'il aura pas, c'est, une expérience. Toi, en tant que coach agile, alors je le fais plus trop, mais, j'ai beaucoup participé à des communautés, à des événements, à des trucs comme ça. J'ai eu quelques expériences différentes et donc j'ai des trucs qui me viennent à droite, à gauche, des idées, des choses où je pourrais, peut-être répondre plus efficacement à une situation. Mais je vois pas pourquoi est-ce que l'IA viendrait pas, aider dans ce taf-là, hein. Moi, je trouve que c'est une chance l'IA. Ce qui est relou actuellement, c'est que écologiquement, c'est pas génial, Oui. mais c'est ouais, non, c'est hyper important et il faut en tant que coach, par contre, c'est une aberration de ne pas l'utiliser tous les jours. Et toi, tu le Moi, en tant verrais que qu'EM, je l'utilise tous les jours, hein. et comment tu le vois, pour, comment si tu peux te faciliter la vie, en utilisant l'IA, pour en tant que Scrum Ah Master? bah, tu vois, en tant que Scrum Master, tu arrives et en fait, tu te fais un GPT avec un ou je sais pas, ou une gemme, ou je sais pas comment ça s'appelle, les sur les différents outils, mais avec, le contexte et la personne, comment est-ce qu'elle doit, réagir et derrière tu lui poses tes questions, de Scrum Master je dis une bêtise, mais heu, là je dois planifier un sprint planning et le PO a toujours pas, créé, les éléments du backlog, comment est-ce que je fais? Ça, en fait, si tu as pas un coach agile avec toi qui peut t'aider,
tu fais comment pour, trouver tout seul? Tu peux pas. Mmh Et mh. là, ChatGPT, je suis sûr qu'il va te donner des réponses intéressantes. Ou on n'a pas, on a commencé, tous nos items, on n'en a livré aucun, ch comme qu'est-ce que je peux faire pour, faire comprendre à l'équipe que c'est pas bien? Quels sont les arguments? Et en fait, tu apprends comme ça, parce que lui, il va te redonner des sources. C'est là où Perplexity peut être peut-être intéressant aussi pour avoir des sources fiables. Et ça va vachement accompagner des juniors ou des seniors qui ont plein Des d'équipes seniors. et sur des sujets un peu relous et tu dis: «Bah, vas-y, ça, je peux le sous-traiter», Carrément. et parce que il y a aussi un truc, tu as pas mal parlé de métriques. Pour moi, le coach ou le scrum master, il est pas là pour suivre suivre les métriques et faire en sorte qu'elles s'améliorent. Il est plus là pour faire en sorte que l'équipe en ait et s'y intéresse. Et donc, au début, bien sûr, ça sera, bah, tiens, j'ai mis ça en place, regardez, ça permet de faire ça, voilà, on les regarde et tu dis: «Ah attention là, il y a ça qui se passe». Mais au fur et à mesure, c'est à toi en tant que coach de faire en sorte qu'ils en prennent la responsabilité et que ça les intéresse. Heu, Moi, c'est pas ce que je fais, mais il y a un truc comme ça, une dynamique comme ça qui s'est créée dans mon équipe, on a beaucoup d'anomalies qui sont créées parce que c'est des demandes de support en fait, de la part de nos utilisateurs internes et c'est des anomalies, enfin dans notre truc, c'est aussi des anomalies. Et en fait, tous les matins, les gars, ils vont les regarder et pour moi, c'est ça notre rôle, en fait, c'est de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des trucs à faire et quand, je leur rabâchais tous les jours: «Ah tiens, aujourd'hui, on a 10 anomalies. Ah tiens, on en a 12. Ah attention, on en a 15 là. Ah, c'est en train d'augmenter». Bah, en fait, au bout d'un moment, c'est: «Ah oui, il y a peut-être un truc à faire» et donc ils ont pris l'habitude d'aller regarder tous les jours. Donc maintenant, on regarde tous les jours et on a un niveau qui est relativement bas. On a mis en place des outils de suivi. Moi, je les regarde et je leur en parle même pas et c'est eux qui d'eux-mêmes viennent me voir en disant: «Ah tiens, regarde là, on est à -5, c'est cool, trop bien». Trop bien, ouais. Moi, j'ai rien à faire si ce n'est sensibiliser, faire un peu le relou, montrer l'intérêt du truc, montrer la gratification et tout ça et je pense que c'est ça notre rôle sur les métriques. Trop bien. Et toi là, là tu disais que tu étais engineering manager, tu es hands off, donc Ouais. tu ne codes pas. On va dire plus de la gestion coach agile scrum, c'est quoi la répartition un petit peu? Alors je suis pas mal sur de l'accompagnement humain, gestion de carrière, développement perso et cetera, des différents collabs. On est en croissance aussi, donc il y a aussi tout ce qui est construction de l'équipe et stabilisation. Faire en sorte que, les nouveaux puissent être bien intégrés et puissent vraiment nous apporter, enfin qu'on puisse s'apporter mutuellement, qu'eux puissent apporter à l'équipe et à la boîte et nous à eux. Hem Et il y a aussi pas mal de structuration et d'outillage, moi, que je fais en ce moment parce que, on a des outils, heu, assez basiques pour le moment, qui nous permettent pas d'avoir les données, nécessaires donc, moi j'adore l'automatisation donc je suis à fond, sur tout ça. Encore une fois, ChatGPT m'aide beaucoup. J'ai découvert Inuiten il y a pas très longtemps, tu vois? Je suis à fond sur de Mmh. l'automatisation, à fond. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et puis après, il y a aussi l'aspect, suivi de roadmap, suivi du build, suivi de tout ça pour, s'assurer, communication, et animation, participation, co-animation de communauté de managers, enfin tout un tas de trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas trop, heu, il y a pas d'aspect technique. En fait, j'y vais, pour discuter et je m'intègre, mais c'est pas, si j'y vais pas, ça se passe très bien sans problème, quoi. Ils sont complètement OK. autonomes là-dessus. Et c'est quelle est toi ta vision d'ici 5 à 10 ans sur, ce que tu fais? Est-ce que toi tu te vois toujours dans 5 ans, 10 ans à faire le même, avoir ce même rôle-là? Ou tu le vois un peu plus différemment? Hem, alors non, je pense pas. Moi, je me lasse très vite et j'ai besoin de toujours faire des trucs et de toujours faire des trucs différents et donc non, je me vois pas faire ça tout le temps. J'aime bien cet aspect, moi plus tard, je me vois bien, soit, avoir ma propre boîte, soit être CTO, soit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de l'impact aussi auprès des gens et de pouvoir faire en sorte que, les gens viennent avec le smile, au boulot et se disent: «Ouais, c'est cool. Ouais, je vais bosser, mais c'est pas grave, c'est cool,
l'orga elle est bien, les projets sont bien, tout se passe bien. S'il y a un retard ou je sais pas quoi, c'est pas la panique totale et on va se faire défoncer. Il y a pas une pression de dingue. C'est le produit il est cool, ou en tout cas il est pas néfaste. C'est un peu mon motto à moi. Et et ouais, je pense le truc entrepreneur me faisait un petit peu peur, mais là, de plus en plus, je me dis que ça peut être sympa d'avoir d'avoir sa boîte, son produit, monter un petit truc, bosser avec des gens, ouais, pour soi. Ça peut être Bien. cool. Quand tu es entrepreneur, c'est plus, oui, c'est avoir ton produit ou Ouais, collaborer. Ouais, ok, trop bien. ouais, ouais. Ouais. Ouais, ça serait avoir un produit, trouver des associés et bosser dessus, le vendre, faire monter une petite équipe. J'ai pas envie d'avoir la boîte de 500 personnes, dans 10 ans, pour moi, hein. Mais se faire un petit truc qui permette de bien vivre, qui permette d'être fun et voilà, et de pouvoir décider. Trop C'est bien. bien décider. Mais c'est complet. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et c'est vrai, c'est vrai que tu vois, peut-être tu vois avec l'IA, on tend vers des organisations un peu plus simples et plus petites où Ouais. voilà, on arrive assez rapidement, on envoie en prod rapidement, on fait les choses rapidement, on a moins ces effets d'organisation, de lourdeur organisationnelle. Donc peut-être c'est ce qu'on va Bah, celle-là on va quoi. il faut. Mmh, mmh, mmh. Tu vois, moi, je suis vachement pour, l'autonomie des gens. Je sais pas si tu connais ce truc-là, c'est apprends à enfin, donne un poisson à un homme qui a faim, il mangera une journée, apprends-lui à pêcher, il mangera toute Genre sa toute vie. sa vie, ouais, ouais, ouais. Et ben, c'est ma vision, c'est la vision de mon taf. Tu vois, je me vois, rendre les gens autonomes et l'IA, c'est génial pour ça. Parce qu'en fait, il y a des trucs sur lesquels tu pouvais pas être autonome avant et tu peux l'être. Même moi, tu vois, je recommence à dev, grâce à l'IA. J'avais arrêté parce que comme je te disais, l'implémentation, c'était pas mon délire. Mmh. Là, je lui dis, quoi faire, je lui donne des idées d'implémentation et derrière, je fais de la code review et je lui dis quoi faire. Donc voilà, c'est trop cool. C'est énorme. Trop bien. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées et que tu aimerais bien aborder? Bah non. Si des personnes veulent te contacter, Eh bien, sur LinkedIn, Alec Roy, Alec virgule Roy. Sur YouTube, même si ma chaîne est un petit peu morte, Alec Agile Gardener. J'ai publié quelques vidéos justement sur l'agilité, sur le management. trop Il y a bien. des choses qui pourraient sans doute vous intéresser. Et voilà, je suis pas très réseau, je reste dans ma grotte bretonne. Bretonne, trop bien. Donc je mettrai toutes tes informations dans l'épisode, dans la description de l'épisode. Et bah merci à toi. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était super cool. C'était méga cool et quand tu veux, c'est avec plaisir. Trop cool. Allez, Merci à Pascal, plus. à plus. À plus.